Bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième journée du colloque sur le langage, pensée. Et donc ce matin, on va avoir une matinée chargée et pleine de contenu. On va d'abord parler de langue humaine et ensuite on va parler de nos collègues et néanmoins amis, les animaux, qui ne sont pas moins intéressants. Et donc on va commencer ce matin par François Recanati, qui est directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'EHESS, qui travaille à l'Institut Jean-Nicot, CNRS, EHESS et ENS, pas loin. Donc il a eu la médaille d'argent du CNRS en 2014. Il travaille sur la pragmatique linguistique et la philosophie du langage. Donc c'est directement en lien avec le titre du colloque, bien sûr, du colloque. Il a enseigné à Berkeley, à Harvard, à St. Andrews. Il a écrit beaucoup de livres en français et en anglais sur l'interaction entre pensée et langage. Et voilà, il nous va nous donner un exposé sur quelques réflexions sur le langage de la pensée. En fait, mon titre a changé depuis la version papier. Très intéressant comme sujet, le langage de la pensée, mais là, je vais plutôt vous donner des réflexions sur le langage dans la pensée. J'ai pris un sujet en fait un peu plus étroit et plus facile. Donc, penser avec le langage, c'est mon titre. Cette idée qu'on pense avec le langage, c'est que le langage est en quelque sorte un instrument pour la pensée, c'est une idée qui est très familière, qui est ancienne. J'ai préparé quelques citations pour l'illustrer. Avicenne qui dit que quand on parle, quand on pense, on prononce des mots en imagination. Locke qui dit que les hommes se servent de mots au lieu d'idées lorsqu'ils méditent et raisonnent en eux-mêmes, au moins dans le cas d'un certain type d'idées dont ils parlent. On a la même idée chez Darwin, qui dit qu'on peut difficilement poursuivre une pensée prolongée et complexe sans l'aide de mots, parler ou non. Et enfin, Frege fait des observations analogues et conclut par une hypothèse, l'hypothèse que notre pensée est à l'origine, comme il dit, une parole intériorisée et prononcée en imagination, une parole silencieuse. Une hypothèse qu'on trouve aussi chez d'autres auteurs. Donc il y a cette thèse qui est, comme j'ai dit, familière, d'une dépendance de la pensée par rapport à la parole, par rapport au langage. Mais pour familière qu'elle soit, cette thèse est néanmoins un peu surprenante, en ce sens qu'elle entre en conflit avec une thèse qui est encore plus répandue, encore plus familière que celle que je viens d'énoncer. Et c'est la thèse que la parole exprime la pensée. Et que pour que la pensée soit exprimée par la parole, il faut qu'elle soit donnée en quelque sorte préalablement à la parole qui l'exprime, au moins à un certain niveau. Et cela conduit, ou peut-être présuppose, une sorte d'idée d'indépendance, à un certain niveau, d'indépendance de la pensée par rapport à son expression linguistique. Et donc là, on a deux idées qui semblent entrer en conflit. D'un côté, la dépendance de la pensée par rapport au langage, par rapport à la parole, et de l'autre, l'indépendance de la pensée par rapport à la parole. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, que ces deux idées entrent en conflit, ce n'est pas du tout un problème, puisque si on soutient l'une, on n'a qu'à rejeter l'autre. Mais la difficulté, dans le cas qui nous occupe, c'est que pour les auteurs dont j'ai parlé, il n'était pas question, ces auteurs qui soutiennent la dépendance de la pensée par rapport à la parole, il n'était pas question de mettre en cause la thèse d'indépendance de la pensée par rapport à la parole, qui est la thèse que j'ai introduite à travers cette idée que la parole exprime la pensée. Et c'est particulièrement clair, je pense clair chez chacun de ces auteurs, je ne sais pas trop pour Darwin, en tout cas les trois autres, mais là je vais regarder simplement Frege. Dans la suite du passage de Frege, où il introduit cette idée que la pensée est à l'origine une parole intériorisée et prononcée en imagination, dans la suite exacte, je n'ai rien sauté, etc., du passage, il affirme une version du principe d'indépendance. Il dit que, bien entendu, la même pensée peut être exprimée de plusieurs façons différentes, dans une langue donnée ou d'une langue à l'autre, évidemment. Et ça suffit à montrer qu'il n'y a pas de lien constitutif entre la pensée et son expression linguistique. S'il n'y a pas de lien constitutif, ça veut dire qu'il n'y a pas cette dépendance forte qui semblait affirmée dans les citations que j'ai données au début. Donc là, au moins chez Frege, mais je pense que c'est la même chose chez Avicenne ou chez Locke, on a une sorte de conflit apparent entre deux choses qui sont d'un côté la dépendance de la pensée par rapport au langage et de l'autre côté l'indépendance de la pensée par rapport à la parole qu'il exprime. Alors, comment on fait? Dans ce genre de cas, il suffit de distinguer des sens, etc. Donc, une façon de faire, et je pense qu'il y en a plusieurs en l'occurrence,
Mais une façon de faire qui me paraît appropriée compte tenu de la lettre des textes que j'ai cités, je n'y reviendrai cependant pas, une façon de faire, c'est de distinguer deux sens de pensée. On peut parler de la pensée en tant que le contenu de pensée, ce qu'on pense, et on pourrait maintenir pour les contenus de pensée cette idée d'une indépendance par rapport à leur expression linguistique. Mais il y a aussi la pensée comme activité, ce qu'on fait quand on pense, et bien sûr, il y a toutes sortes d'activités de pensée, toutes sortes de choses qu'on fait quand on pense, mais en particulier, il y a ce qu'on appelle la réflexion, quand on réfléchit. Ça, c'est une activité très particulière. Je pense que c'est à ça que pense Locke quand il dit quand on médite et raisonne en soi-même. Cette activité-là, elle est assez particulière, comme je viens de dire. C'est une activité volontaire et consciente et qui fait intervenir l'attention. Donc on pourrait très bien soutenir que cette activité requiert le langage, ou en tout cas est grandement facilitée par le langage. Et quand on regarde les textes que j'ai cités, on voit que il me semble bien que ce dont parlent la plupart de ces auteurs, c'est de l'activité en question. Alors, cette interprétation est en quelque sorte renforcée par, si on reste sur Frege, c'est un de mes auteurs de prédilection, si on regarde un texte de Frege qui est tout à fait à l'opposé dans sa carrière, le texte que j'ai cité tout à l'heure, c'est un des tout derniers textes de Frege, c'est l'avant-dernier dans les écrits posthumes. Et là, le texte que je vous convie à regarder est au contraire un texte de jeunesse, c'est un article qui s'appelle « Sur les justifications scientifiques de l'idéographie ». Et là, Frege parle un peu du même sujet, et il dit des choses, je n'ai pas vraiment le temps d'entrer dans les détails, il dit des choses assez intéressantes. Il commence par dire que l'attention consciente se porte seulement sur le sensible. Donc, en gros, notre attention est captée par ce qui affecte nos sens. Donc, ce sont les sollicitations du monde extérieur qui captent notre attention. Et de là, il déduit que nous ne sommes pas maîtres du cours de nos pensées. Nous ne pouvons pas diriger le cours de nos pensées parce que, disons, par exemple, telle perception évoque des pensées, suscite des idées, etc. Mais on ne peut pas vraiment les poursuivre parce qu'il y a de nouveau une nouvelle sollicitation des sens qui font que l'attention se porte ailleurs. Donc on ne reste pas, la pensée est essentiellement fugace, dit-il. Mais ce que fait le langage, c'est qu'il donne à la pensée elle-même une forme sensible. Ça, c'est la thèse principale de Frege. Et qu'en donnant à la pensée une forme sensible, le langage, dit-il, permet à l'attention de se porter sur elle. Et ça permet, en quelque sorte, des miracles. D'abord, ça permet de diriger le cours de nos pensées. Ça permet d'échapper, justement, puisque la pensée elle-même devient sensible, l'attention peut se fixer sur elle et en quelque sorte rester fixée sur elle dans les bonnes conditions. Et Frege décrit cette situation en disant que c'est comme en navigation à voile, on utilise le vent pour lutter contre le vent, là on utilise le sensible pour nous libérer du sensible, dit-il. C'est une idée intéressante. La pensée, grâce à cela, grâce au fait que, devenue sensible, elle permet à l'attention de se porter sur elle, donc la pensée peut maintenant s'auto-diriger, dit Frege. Mais peut-être encore plus important, la pensée peut aussi s'auto-contrôler. Ce que je veux dire par s'auto-contrôler, je veux dire que la pensée peut devenir réflexive au sens qu'elle peut se prendre elle-même pour objet, et ça permet ces choses fondamentales que sont la capacité de s'auto-évaluer, d'auto-évaluer par exemple un raisonnement que l'on fait, ou de s'auto-corriger. Tout ça, c'est lié à une forme de pensée qu'on peut appeler la pensée réfléchie. Et tout ça repose sur le fait que la pensée peut se prendre elle-même pour objet, et je pense que c'est lié à cette idée que l'attention peut se porter sur la pensée elle-même. Ici, j'ai une citation d'un auteur contemporain, Andy Clark, qui parle de dynamique cognitive de second ordre pour ces phénomènes d'autocontrôle, d'auto-évaluation, d'auto-correction. Et ce qu'il dit ressemble beaucoup à ce que dit Frege. Il dit « La formulation linguistique rend des pensées complexes accessibles au processus d'attention mentale. » Et ensuite, il détaille les différentes choses qui sont rendues possibles par cela même. Donc, si on suit cette voie, on peut dire que, d'un côté, il y a ce que le philosophe du langage David Kaplan appelle la manipulation des pensées, dans le raisonnement notamment, et ce qu'il dit, c'est que le langage facilite cela et même le rend possible, voire le rend possible, c'est ce que dit Kaplan. Mais cette idée, comme j'ai suggéré, est compatible avec le principe d'indépendance de la pensée en tant que contenu de pensée par rapport à l'expression linguistique. Donc, on peut très bien maintenir les deux thèses simultanément. Cela dit, rien n'interdit aussi, si on veut, de soutenir une version plus forte de la thèse de la dépendance de la pensée par rapport au langage, c'est-à-dire de remettre en cause ce principe d'indépendance et cette idée que la parole exprime la pensée. Rien n'est sacro-saint, on peut très bien rejeter cette idée. Et effectivement, même si les auteurs que j'ai cités au début, les 4 citations que j'ai données, sont des auteurs qui, je pense, sont attachés à ce principe d'indépendance et à cette idée d'expression, néanmoins, il y a d'autres auteurs qui rejettent l'idée même d'expression parce qu'ils rejettent la thèse d'indépendance. Donc là, je vous ai donné 2 exemples. C'est Vygotsky qui dit que
la pensée ne s'exprime pas, mais se réalise ou se constitue, on pourrait traduire aussi dans le mot. Donc là, l'idée, c'est qu'il y a vraiment un lien constitutif et on doit rejeter cette idée d'expression parce qu'elle présuppose l'indépendance et qu'il n'y a pas d'indépendance. Merleau-Ponty, quelque chose du même genre, il dit l'opération expressive, dans un contexte, ça veut dire assez différent, mais l'opération expressive, dit-il, réalise ou effectue la signification et ne se borne pas à la traduire. Donc là, il y a en apparence un rejet de la thèse d'indépendance. C'est donc une version forte de la thèse de dépendance de la pensée par rapport au langage qui implique qu'on rejette cette idée d'indépendance. Et ce qui m'intéresse, moi, particulièrement compte tenu de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que David Kaplan, ce philosophe contemporain, lui-même rejette la thèse d'indépendance. Il dit que la manipulation des pensées, on a besoin du langage pour cela, mais il veut dire quelque chose de beaucoup plus fort, et il le dit. Et ce qu'il dit, c'est que le langage élargit l'horizon du pensable, en rendant appréhendables des pensées qui, sans le langage, ne le seraient pas. Donc il y a des nouvelles pensées qui deviennent pensables grâce au langage. Et donc il rejette explicitement l'idée que tout ce qui peut être exprimé au moyen du langage était déjà prélinguistiquement un objet de pensée possible. Et ça, c'est la formulation que je propose de retenir pour ce principe d'indépendance de la pensée par rapport au langage, qui est encapsulé en quelque sorte dans l'idée d'expression. C'est cette idée que ce qui est exprimé était déjà, avant l'expression, un objet de pensée possible. Kaplan rejette cela. Ce qui m'intéresse, c'est de discuter ces motivations et ces arguments et ces idées. Mais pour le faire, je vais commencer par parler un peu du phénomène qui me semble être derrière tout ça. C'est un phénomène auquel je donne, pour les besoins de cet exposé ici, le nom de pensée verbale. Et vous allez voir de quoi je parle, mais d'abord, j'introduis le phénomène dans des termes qui sont les termes plus communs par rapport à la position que je défendrai à la fin. Donc la façon dont je décris le phénomène ici devrait être en quelque sorte révisée à la fin. Donc nous avons ce phénomène très familier que parfois un concept nous manque. Et ce que je veux dire en disant qu'un concept nous manque, c'est que nous avons le mot, mais nous n'avons pas le concept qui va avec le mot. Et ça veut dire que, par exemple, je peux avoir entendu parler des quarks, mais je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un quark. Donc j'ai le mot, je n'ai pas le concept. Alors dans ces cas-là, puisque j'ai le mot, je peux formuler des pensées au sujet des quarks, mais ces pensées que je peux formuler parce que j'ai le mot, je ne peux pas les appréhender moi-même, mais quelqu'un de plus compétent le pourrait. Alors je voudrais donner un exemple plus terre-à-terre de cela, qui est ce qui se passe si j'entends des gens parler de quelqu'un que je ne connais pas, ils parlent d'un certain Marcel, ils disent « Marcel va venir à 15 heures ». Donc je ne comprends pas ce qu'ils disent, parce que je ne sais pas qui est Marcel. Cette pensée qu'ils expriment, je ne peux pas l'appréhender. Néanmoins, il y a ce nom, Marcel, qui me parvient à travers leur discours, et je pourrais très bien plus tard entendre d'autres gens en conversation s'interroger sur qui viendra cet après-midi, et je pourrais leur transmettre cette information, leur dire Marcel, ce qui paraît, viendra à 15 heures. Et là, je peux, parce que j'ai le mot, communiquer une pensée que je ne peux pas appréhender. Et donc, c'est le genre de cas de figure qui nous intéresse. Leibniz en parle. Il dit on est quelquefois que le truchement, ça veut dire l'interprète, le porte-parole, ou le porteur de la parole d'autrui, comme serait une lettre. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase de la citation. Et même, on l'est plus souvent qu'on ne pense. Avec l'exemple que j'ai donné, on pourrait penser que c'est un phénomène marginal. Parfois, effectivement, on peut entendre une conversation, répéter des mots qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas un phénomène marginal dont je vous parle. L'idée, c'est que ce phénomène est central, qu'on fait ça tout le temps. Et je pense que cette idée, c'est une idée donc, qui semble être dans ce passage de Leibniz. Il me semble que Locke va dans ce sens, et il donne un argument de psychologie développementale, en quelque sorte, en faveur de cette idée. Il dit que quand on est petit, dès le berceau, dit-il, quand on est un petit enfant, on commence par posséder les mots, on acquiert les mots d'abord, on acquiert les concepts grâce aux mots. C'est ce que nous disait Elisabeth Spelke hier, l'acquisition des mots nous permet l'acquisition des concepts. Mais ça veut dire qu'on acquiert les mots d'abord, et ça veut dire qu'il y a une période où on a les mots et on n'a pas encore le concept, et c'est grâce aux mots que progressivement on acquiert le concept. Et donc on fait ça quand on est petit, et ce que dit Locke, c'est parce que, donc, comme il est facile aux hommes d'apprendre et de retenir les mots, et qu'ils ont été accoutumés à cela dès le berceau, avant qu'ils connussent ou qu'ils eussent formé les idées complexes auxquelles les mots sont attachés, ils continuent ordinairement d'en user de même pendant toute leur vie. Et ça donne lieu à un de ces abus des mots dont parle Locke.
sans prendre la peine de fixer dans leur esprit des idées déterminées. Ils se servent des mots avec les notions vagues et confuses qu'ils ont dans l'esprit, se contentant d'employer les mêmes mots que les autres, comme si le son même de ces mots devait nécessairement véhiculer le même sens. Donc ça, c'est quelque chose dont Locke pense que c'est un phénomène qui est caractéristique de l'usage humain du langage, que c'est un abus des mots qui est propre, qui est lié à notre cognition. Cependant, il trouve aussi cet abus réalisé tout spécifiquement dans le discours des intellectuels qui truffent leur langage de termes savants qu'ils ne maîtrisent pas. Ce qui est intéressant, je vous ai mis ça ici, parce que la critique que fait Locke des intellectuels de son temps et de leur emploi de mots savants que personne ne comprend, enfin en tout cas Locke dit que lui ne les comprend pas, ressemble beaucoup à la critique contemporaine que font Sokal et Bricmont de ce qu'ils appellent les impostures intellectuelles. Et Locke est extrêmement critique vis-à-vis des métaphysiciens. Il dit que ces discours sont des paroles vides de contenu. Et il dit que c'est des paroles vides de contenu. Donc là, dans ce passage, il dit que ce sont des sons qui ne signifient rien. Si vous n'associez pas des idées distinctes, des idées claires et distinctes aux mots que vous employez, ben ces mots ne sont que des sons qui ne signifient rien. Quelque savant que vous paraissiez et quelque grammaticalement correct que soit la phrase que vous énoncez, ce ne sont rien de plus que de simples sons, etc. Cette critique que fait Locke me paraît, et la conception générale de la pensée verbale qui se dégage, enfin de la pensée verbale de cette situation dont je vous parle, qui se dégage des nombreux écrits qu'il a consacrés à ce problème, disons, me paraît un peu excessif pour la raison suivante. Je pense que ce n'est pas tenable de dire ce sont des sons qui ne signifient rien. Ce n'est pas tenable parce que la non-maîtrise d'un concept, comme le concept de quark ou n'importe quel concept, peut être plus ou moins radical, c'est une affaire de plus et de moins. Et Locke lui-même parle des idées vagues et confuses dans l'esprit de ses utilisateurs. Des idées vagues et confuses, ce n'est pas tout à fait la même chose que pas d'idées du tout. Donc il y a une sorte de continuum dans la non-maîtrise du concept, mais il y a aussi un continuum dans la maîtrise du concept. On maîtrise plus ou moins un concept. Ceux qui maîtrisent un concept le maîtrisent plus ou moins. Et il y a une sorte de vaste continuum au final. Il n'y a pas vraiment de solution de continuité entre la maîtrise et la non-maîtrise du concept. Et c'est une chose qui est très importante, parce que l'acquisition du concept, ce dont je vous parlais, du fait qu'on commence par avoir le mot, avant d'avoir le concept, comment on fait? On fait comme les autres, on emploie le mot en imitant ceux qui savent. L'autre dit qu'on fait comme des perroquets. Oui, on fait comme des perroquets, mais en faisant cela, progressivement, on finit par acquérir le concept. C'est une sorte de passage obligé. Et dans cette mesure, enfin en tout cas, il y a une façon de voir l'apprentissage comme reposant sur des mécanismes un peu simulatifs qui supposent une étape qui est cette étape dont je vous parle. En tout cas, le seul point important dans ce que je vous dis ici, c'est qu'il n'y a pas de solution de continuité entre la maîtrise et la non-maîtrise du concept, c'est quelque chose de graduel. Et dans la mesure où c'est quelque chose de graduel, je pense qu'il faut reconsidérer l'idée que quand on emploie des mots qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend mal ou qu'on ne comprend pas vraiment, on parle, mais on ne pense pas, qu'il n'y a pas de pensée derrière. Ça, je pense que c'est excessif. Et je pense qu'à la place de cette dichotomie trop tranchée, il faut reconnaître que celui à qui le concept manque, dans les situations dont j'ai parlé, mais qui possède néanmoins le mot, n'est pas complètement démuni. Et arrive non seulement à communiquer, mais aussi, dans une certaine mesure, à penser. Évidemment, ce qui est important ici, c'est le « dans une certaine mesure ». Il ne s'agit aucunement de remettre en cause ou de minimiser la différence entre les situations de maîtrise conceptuelle et les situations de non-maîtrise, entre ce que je voudrais appeler la pensée pleine et la pensée verbale, mais je voudrais quand même qu'on reconnaisse une forme de pensée spécifique qui est parasitaire par rapport au langage, et c'est ça le phénomène dont je vous parle. Alors je reviens à David Kaplan, et d'ailleurs il faut que je me dépêche un petit peu. Donc c'est ça qui l'intéresse, et il commence par une distinction entre deux types de sémantique. Sémantique subjectiviste ou non. Ce n'est pas quelque chose qui est appris dans la littérature. C'est un passage en passant, il dit ça. Et ce qu'il appelle une sémantique subjectiviste, c'est l'idée que la pensée, en gros, qu'on exprime quand on prononce des mots, que ce soit ouvertement ou en imagination, la pensée que l'on exprime dépend des idées qu'on met derrière les mots, nous qui employons ces mots. C'est ça le subjectivisme. Le subjectivisme, c'est l'idée que ce qui compte, c'est les idées, les concepts, les représentations de l'utilisateur ou du penseur ou du sujet dont il est question. Et donc, s'il n'y a pas d'idée dans l'esprit de l'utilisateur qui correspond à un mot donné, eh bien, celui-ci ne signifie rien, la phrase exprime une pensée incomplète. Ça, c'est la position de Locke. Évidemment, ce que Kaplan appelle une sémantique subjectiviste, il ne pensait pas du tout à Locke. Lui pense aux philosophes du langage des 2 premiers tiers du XXe siècle. Mais ça s'applique très bien à Locke. Et de fait, quand on regarde ce que dit Locke, on trouve plusieurs passages qui sont des affirmations de ce principe subjectiviste. Là, lorsqu'un homme parle à un autre, c'est de ses propres idées qu'il veut donner des signes, les mots ne pouvant pas être appliqués par lui à des choses qu'il ne connaît point.
Soit dit en passant, c'est exactement à ça que s'oppose Leibniz. Leibniz dit que parfois on emploie des mots comme les signes des idées des autres. Mais Locke pense que ça induit une certaine contradiction, n'entrons pas là-dedans. Le point important, c'est que Kaplan rejette la sémantique subjectiviste. Il pense que c'est une erreur profonde. Et voilà un passage que je trouve particulièrement éloquent de Kaplan, dont je vais vous le lire in extenso, je le trouve assez beau. Voilà ce qu'il dit. Nous pouvons former des pensées sur les choses du monde, non seulement à travers le résidu mental de ce dont nous faisons personnellement l'expérience, mais également par procuration, à travers les ressources symboliques qui nous sont transmises par le langage. Ce sont ces dernières qui nous donnent l'avantage sur les animaux non linguistiques. Étant daltonien, mon chien ne peut pas former la pensée de « je porte une chemise rouge ». Il ne distingue pas le rouge. Il ne peut pas former cette pensée. Mais mon collègue daltonien, lui, il possède le langage. Il a le mot rouge. Il peut former cette pensée. Et même la pensée qu'Aristote portait une chemise rouge. Et donc là, dans cette chute, il y a une sorte d'allusion évidente aux théories de la référence qui se sont imposées à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire les théories qui disent que ce qui détermine de qui on parle ou à qui on pense quand on emploie le nom Aristote, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête, ce n'est pas ce qu'on croit sur Aristote, ce n'est pas notre encyclopédie mentale, parce que ce qu'on croit sur Aristote, ça peut être quelque chose de profondément indéterminé, ou ça peut être quelque chose de profondément, radicalement erroné. Ça ne nous empêche pas d'avoir des pensées fausses sur Aristote. Donc ce qui détermine de qui l'on parle ou à qui l'on pense, dans cette conception associée, donc Putnam, Putnam a introduit l'expression « ce qu'il y a dans la tête », ce n'est pas ce qu'il y a dans la tête qui compte. Et Kripke dit ce qui compte, c'est la chaîne historique de communication qui fait que nous héritons d'un nom qui vient d'autres gens qui l'ont employé avant nous. Et ce qui compte, c'est effectivement que la communauté, de façon globale, emploie ce nom comme nom d'un certain individu. Ce qui compte, ce n'est pas la cognition individuelle. Donc, quand moi j'emploie le nom Aristote, je fais référence ou je parle d'Aristote ou je pense à Aristote parce que les gens dont j'ai acquis le nom faisaient de même. Et eux, ils faisaient de même parce qu'ils le tenaient d'autres gens qui faisaient de même. Et on remonte petit à petit. Et à la fin, on va tomber sur des gens qui, eux, savaient parfaitement de qui ils parlaient. On va tomber sur Aristote lui-même, au bout de la chaîne. Donc ça, c'est l'idée de cette nouvelle théorie de la référence, qui vise essentiellement à dire que ce qui compte, ce sont des relations avec les objets et pas ce qu'on a dans la tête, pas ce qu'on croit. Et donc, finalement, c'est la communauté linguistique qui, de façon globale, la communauté linguistique étendue dans le temps, qui, de façon globale, utilise ce nom comme nom d'une certaine personne, c'est ça qui fait que quand moi j'utilise le nom, je pense à cette personne ou je parle de cette personne, finalement, on voit que la situation est assez analogue à celle de Marcel, en ce sens que, dans ce dernier cas aussi, c'est par l'intermédiaire des autres utilisateurs du langage que je peux, en quelque sorte, que je suis relié indirectement à ce Marcel. Je ne sais pas du tout qui est Marcel, mais néanmoins, il y a ce nom qu'eux utilisent, eux ils savent qui c'est, eux ils emploient ce nom pour parler de Marcel, j'acquiers le nom d'eux, et ce nom, de façon en quelque sorte autonome, possède un lien à l'individu. Et je peux du coup utiliser le lien, parler à d'autres personnes et leur dire quelque chose qui concerne cet individu. Alors évidemment, vous me direz, c'est trop différent du cas d'Aristote, parce qu'on sait plein de choses sur Aristote, ça a évidemment un rôle à jouer là-dedans, alors qu'on ne sait rien de Marcel. Mais au lieu d'Aristote, prenez le cas d'Anaximène ou d'Anaximandre, donc prenez le cas de quelqu'un dont on sait seulement que c'est un philosophe grec de l'Antiquité ou quelque chose comme ça. Là, la situation est beaucoup plus semblable, et qui voudra nier qu'on peut avoir des pensées sur Anaximène, on peut se poser des questions sur Anaximène, on peut se demander s'il était bien présocratique, on peut se demander quels étaient ses liens avec Pythagore ou Héraclite, on peut penser à Anaximène, alors même qu'on ne sait quasiment rien de lui. Donc évidemment, là je vous parle des noms propres, mais c'est censé se généraliser cette idée. Et Tyler Burge souligne l'étendue de ce que Putnam appelle la division sociale du travail linguistique. L'idée, c'est que la connaissance des idées exprimées par les mots, comme la connaissance des réalités qu'ils désignent, n'incombe pas également à tous les membres de la communauté linguistique. Il y a des gens qui sont des experts et qui permettent de fixer le contenu, disons, des mots pour l'ensemble de la communauté, et ensuite, les autres peuvent en profiter. C'est-à-dire que ces concepts deviennent accessibles par procuration. Et c'est ça l'idée que poursuit Kaplan. Il oppose ces représentations individuelles, les représentations mentales privées d'un sujet particulier, qui peuvent très bien être vagues et confuses, et ces représentations publiques, les mots qui, eux, possèdent un contenu déterminé grâce à la communauté linguistique. Alors je voudrais, là je manque de temps, je voudrais rapidement indiquer ce qui me semble, je suis d'accord avec l'esprit de cette position de Kaplan, je pense que c'est une idée importante.
Et puis il y a une connexion évidente avec ces idées dont je vous ai parlé, développées à la fin du XXe siècle sur la théorie de la référence. Néanmoins, dans les détails, je vois beaucoup de problèmes. C'est complètement mystérieux ce qui se passe. Comment est-ce que, par le fait qu'on possède des mots, on peut déployer dans sa pensée des concepts qu'on ne possède pas? Il y a cette idée à la fois qu'on ne les possède pas, ces concepts, et qu'en même temps, puisqu'on a les mots, on a accès à ces concepts grâce aux mots. Le langage nous fournit ces concepts. Donc c'est comme si on les possédait et qu'on ne les possédait pas. Et c'est très, très mystérieux. J'aimerais bien maintenir le principe qu'on ne peut déployer dans sa pensée que les concepts que l'on possède. Et d'autre part, cette idée aussi que les concepts forment une sorte de stock public, accessible à travers le langage à tous les membres de la communauté, semble impliquer que tous ces concepts sont partagés, que le daltonien et le non-daltonien, ils ont le même concept de rouge. Et il me semble que pour la question de la pensée verbale, ça va rapidement impliquer qu'on a tous le même concept de quark, et ça ne me paraît pas une excellente idée de commencer par là si on veut théoriser la question que j'ai soulevée. Donc ce que je propose, c'est la chose suivante. De maintenir qu'on ne peut déployer dans sa pensée que les concepts que l'on possède. Et donc on ne peut pas déployer dans sa pensée les concepts qui nous manquent. Donc là, je m'inscris en faux par rapport à cette idée de Kaplan. Mais je voudrais maintenir, comme lui, que cela n'empêche pas l'ignorant de penser au quark ou de penser à Anaximen. Donc ça, on peut maintenir cette idée-là. C'est-à-dire, penser au quark, penser à Anaximen, ça veut dire déployer dans sa pensée un concept de quark ou un concept d'Anaximen. Et la solution consiste à distinguer plusieurs concepts de quark et à attribuer au penseur verbal, à l'ignorant, non pas le concept de quark, c'est-à-dire ce concept qui serait publiquement disponible grâce au langage et qui dépendrait des experts, etc., pour ce qui est de son contenu. Ce concept qui pourrait, nous dit Kaplan, être déployé par procuration, ça je rejette cette idée-là. Donc ce n'est pas ce concept-là qu'on va attribuer au penseur verbal, c'est un autre concept. Donc il faut une sorte de pluralisme conceptuel. Alors cet autre concept, c'est le concept vague et confus dont parle Locke. Mais l'idée est qu'on peut maintenir que c'est quand même un concept de quark, par exemple, qui se rapporte au quark. Un concept qui permet de penser au quark, tout comme la possession du nom Anaximen permet à l'ignorant de penser à Anaximen et de se demander s'il était présocratique. Donc c'est ça l'idée. Et pour résumer les points pertinents, il y a l'idée que sans l'étiquette linguistique, sans le mot, le concept vague et confus dont nous parlons ne se rapporte à rien, il n'a pas de contenu déterminé, exactement pour les raisons que dit Locke. Mais l'étiquette linguistique, c'est-à-dire le mot, apporte quelque chose à ce concept. C'est à ce concept que l'étiquette linguistique apporte quelque chose. Ce n'est pas à un autre niveau que ça se passe. Tout se passe au niveau de la cognition individuelle. À ce concept vague et confus, le fait d'associer le mot permet de lui apporter quelque chose, permet de l'ancrer de façon référentielle, de le connecter à une entité, de sorte que vous parlez ou vous pensez effectivement à quelque chose quand vous l'employez. Et ce lien référentiel, cet ancrage référentiel est apporté grâce au lien que l'étiquette linguistique, le mot, établit avec l'entité désignée par l'entremise de la communauté linguistique. Alors il me reste très peu de temps et j'aurais aimé vous illustrer cette position par un texte qui est le livre que vient de publier, enfin l'année dernière a publié Ruth Millikan, qui est une autre philosophe une philosophe de l'esprit contemporaine, qui est la deuxième personne, avec David Kaplan, qui insiste sur le fait que, comme elle écrit dans ce livre, la seule possession d'un mot peut suffire pour penser à son référent. Ça, c'est la thèse finalement principale. Le mot nous permet de penser à l'objet. Elle insiste là-dessus, mais sa position est très différente de celle de Kaplan. Donc la position que moi j'appelle de mes voeux, que je vous ai décrite dans la diapositive précédente, c'est, en gros, il me semble que c'est ça qu'elle veut dire, parce que pour elle, les concepts sont des particuliers mentaux, ce n'est pas des choses partageables. Donc elle rejette absolument cette conception qu'on peut appeler freudienne des concepts comme des entités supra-individuelles. Et elle soutient très explicitement que des sujets différents se représentent la couleur rouge ou les quarks ou Anaximen complètement différemment en fonction des canaux informationnels que leur pensée exploite. Alors, en un mot, parce que j'ai très peu de temps, dans sa conception, comme dans la mienne et dans celle de beaucoup d'auteurs contemporains, les concepts sont un peu comme, on peut utiliser la métaphore du dossier mental. On a des sortes de dossiers dans lesquels on met de l'information sur les entités qui nous intéressent. Millikan a une notion de ce genre, et ce qui est propre à la conception qu'elle développe dans ce livre, c'est qu'elle dit que ces dossiers ou ces concepts sont alimentés par des dispositifs de collecte d'informations qu'elle appelle des unit trackers, des dispositifs qui permettent de lier ensemble et d'exploiter une pluralité de signes qui sont tous censés pointer dans la même direction et se rapporter à la même entité.
Ces signes véhiculent de l'information naturelle. À travers ces signes, nous sommes mis en relation avec l'entité en question, s'il y a bien effectivement une entité unique telle que tous ces signes pointent dans cette direction. Ces signes sont donc des indices au sens de Peirce. Ils sont porteurs d'un flot d'informations, et c'est ce flot d'informations qui nourrit le concept, qui va dans le dossier, et tout en l'ancrant dans la réalité à laquelle il se rapporte. Un exemple sera peut-être plus parlant que des déclarations abstraites comme celle-là. Prenez le cas de Marcel, mais cette fois, regardez un ami de Marcel, quelqu'un qui le connaît. Un ami de Marcel le reconnaît, et ça c'est typique Millikan, enfin c'est l'exemple, pas exactement d'elle, mais elle a des exemples de genre qu'elle développe sur des pages. Un ami de Marcel le reconnaît de dizaines de milliers de façons différentes. Je ne sais pas, enfin, je ne peux pas développer trop, mais le reconnaît à son visage, à son allure, à sa voix, et vous pouvez multiplier, même en restant simplement au niveau de la perception, vous pouvez multiplier les exemples, mais au-delà de la perception, il y a aussi des signes plus indirects qu'exploite un ami de Marcel. L'ami de Marcel le reconnaît aussi à son écriture, à sa voiture, à une myriade d'autres traits. Et le point important, c'est que le nom Marcel est un de ces signes, un signe comme les autres, qu'exploite aussi l'ami de Marcel, parce que l'ami de Marcel sait que quand il entend ce nom, Marcel, on lui parle de son ami. Et donc il reconnaît que c'est de Marcel qu'il est question quand il entend ces sons, tout comme il reconnaît que c'est de Marcel quand il entend le bruit de ses pas dans la pièce à côté. Donc, ce que dit Millikan, c'est que le langage véhicule de l'information naturelle de la même façon que les autres signes. Donc, ça, c'est l'idée générale. Maintenant, à la lumière de cette conception, regardons ce qui se passe, regardons la différence entre ce concept verbal dont je vous ai dit que c'était quand même un concept qui permet de se rapporter à un objet, de penser à Anaximen ou de penser à Marcel ou de penser à ce que vous voulez, ce concept verbal qu'on a quand on ne sait à peu près rien de l'entité dont on parle, et le concept plein que possède l'ami de Marcel. Quelle est la différence ? Le concept verbal, il est fondé sur l'unique relation informationnelle qui est établie à travers le nom. À travers le nom que j'entends Marcel prononcé par des gens, je me trouve mis en relation avec cet individu, à travers simplement ce nom, parce qu'on m'en parle. Qu'on m'en parle, c'est une relation à l'individu. Évidemment, c'est une relation très ténue, mais elle me permet quand même d'obtenir des informations sur Marcel. Je peux retenir ce qu'ils disent. Je mets ça dans mon dossier. Je ne sais pas grand-chose sur Marcel, mais c'est la personne dont il me parle, et je sais au moins cela, qui viendra à 15 heures. Aussi rudimentaire qu'il soit, c'est bien un concept, et le sujet peut penser à Marcel en le déployant. Maintenant, le concept de l'ami de Marcel, très différent. C'est un concept ultra riche, comme on l'a vu, comme je l'ai suggéré. Mais ce concept exploite aussi la relation informationnelle médiatisée par le nom. Parce que l'ami de Marcel aussi, il entend parler de Marcel, il apprend des choses sur Marcel par la communication. Le nom lui sert à quelque chose, évidemment. Mais évidemment, cette relation informationnelle médiatisée par le nom et la communauté linguistique n'est qu'une goutte dans la mer des relations convergentes que le concept exploite. Et comme j'ai à peu près laissé passer mon temps, je voudrais simplement résumer les positions en présence en disant que Locke et Millikan me semblent tous deux subjectivistes au sens de Kaplan, parce que pour tous deux, tout est une affaire de cognition individuelle. Et la différence entre Millikan et Locke, c'est que pour Millikan, l'étiquette linguistique elle-même, le mot, fait partie intégrante du concept. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur au concept, c'est une partie du concept. Ça apporte au concept une connexion informationnelle qui est évidemment très importante. Comme elle dit, la compréhension d'un langage public fournit l'équivalent d'une nouvelle modalité sensorielle. Donc, la thèse que défend Millikan, c'est la même thèse que défendait Kaplan. De ce point de vue-là, c'est une thèse verbaliste qui est le contraire de la thèse d'indépendance. C'est l'idée que le langage apporte quelque chose à la pensée elle-même et l'enrichit au lieu de simplement habiller une pensée constituée en dehors de lui. Le langage n'est pas différent de la perception sous ce rapport. Et donc, voilà le tableau qui récapitule les positions que j'ai discutées. Kaplan pense qu'il y a donc cette antithèse entre subjectif et verbaliste. Évidemment, il ne s'exprime pas comme ça, ce sont mes termes. Mais donc, il inverse la position de Locke, mais je pense qu'on peut montrer qu'en fait, ces positions sont tout à fait compatibles. Et je m'arrête là et je saute sur l'épisode que j'avais prévu de vous donner. Merci.